Les gars, aujourd'hui, il y a un graphique majeur que j'aimerais vous montrer au cours de cette vidéo. Oui, les marchés traditionnels sont en train d'augmenter, le pétrole latéralise, le Bitcoin lui aussi évolue plus ou moins latéralement, mais ce graphe est en fait extrêmement important à surveiller dès maintenant, parce que vous pouvez voir que la ligne orange qu'on a de ce côté, ce n'est plutôt la ligne jaune en fait, a tenté de maintenir le prix ici à un niveau relativement élevé, et il y a une raison bien précise à tout ceci, il faut donc qu'on en discute au cours de la vidéo d'aujourd'hui. Mais donc, ceci a le potentiel d'affecter tous les marchés de la crypto-monnaie si jamais on descend en dessous de cette fameuse ligne jaune, qu'on s'en rapproche et potentiellement qu'on a une clôture en dessous d'elle. Alors les gars, il faut que je vous parle également de ce qui se passe avec le conflit au Moyen-Orient, ce que ça va signifier pour le prix du pétrole, l'inflation des actifs et bien d'autres choses encore à l'avenir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, le Bitcoin donc est un tout petit peu remonté en fait depuis qu'il est tombé au niveau de support des 27 400 $. On a pu trouver un support à partir de ce niveau, c'est déjà positif et vous pouvez voir que depuis lors on a eu une petite poussée pour essayer d'atteindre le même niveau de consolidation que vous avez juste ici à environ 28 000 $. Maintenant pour ce qui est des marchés traditionnels, ça semble un petit peu plus intéressant de ce côté parce que vous pouvez voir qu'après leur ouverture du dimanche soir, les marchés traditionnels sont en fait en hausse de ce côté et on a effectivement réussi à franchir la ligne rouge que vous avez de ce côté. Donc cette ligne rouge extrêmement importante ici, ainsi que la ligne orange en gras, on est au-dessus en ce moment, mais l'essentiel en ce moment, c'est cette ligne rouge qui est à 4 240 $, et si vous avez regardé la chaîne depuis un moment, vous savez qu'il s'agissait d'un niveau majeur, c'est vraiment qui tout double pour les marchés traditionnels, donc il fallait vraiment, simplement qu'on se maintienne au-dessus de ce niveau pour ne pas avoir, potentiellement davantage de chute ensuite. On a donc réussi à se maintenir à ce niveau, ce qui est absolument fantastique, voilà une bonne nouvelle, et depuis, on a eu une jolie petite poussée, maintenant on se trouve actuellement au-dessus de ce niveau. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les marchés traditionnels, se consolident plus ou moins depuis le mois de septembre, et ils évoluent majoritairement latéralement entre ces deux lignes rouges, donc entre 4 240 et 4 370 $. Voyons donc ce qui va résulter de ceci lorsqu'on va pouvoir sortir de cette range. Bien entendu, tous les regards sont actuellement tournés vers le pétrole, en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient, vous le savez, et donc le prix du pétrole, latéralise après avoir atteint cette hausse initiale de 4% que vous avez ici, on latéralise depuis hier cette fois. Pour le coup, on vous a écrit un trade sur Twitter au sujet des autres conflits qui se sont déroulés au Moyen-Orient et quel genre d'effet sur le prix du pétrole s'est produit une fois que, on est entré dans ces périodes de conflit, parce que c'est vraiment important à surveiller en fait. Forcément, la hausse du prix du pétrole va entraîner une hausse de l'inflation, ça va probablement amener la Fed d'ailleurs à commencer, disons, à essayer plus lourdement de lutter contre cette inflation, ce qui pourrait signifier que les actifs à risque, tels que le Bitcoin, pourraient encore chuter, on ne sait jusque quand. Regardons maintenant donc ce qui s'est déroulé avec le prix du pétrole lorsque certains des plus gros producteurs de pétrole ont été appliqués dans des guerres, si je peux dire comme ça. Alors, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, par exemple, on a vu le prix du pétrole dans l'espace de 4 mois augmenter de 30%. Ensuite, il a rechuté de 30% et puis ça a réaugmenté de 30%. Donc voilà, la tendance a été à la baisse par rapport aux réductions de production du début d'année. Ainsi, avec la guerre en Irak, le pétrole a fortement augmenté, ici de 480% en l'espace de 5 ans, c'est énorme, avant de chuter de moins 75% lors du crash de 2008. Ensuite, Afghanistan, on a le pétrole qui a d'abord chuté de moins 25%, mais ensuite augmenté de plus de 100% au cours des 15 mois qui ont suivi. Ensuite, lors de la guerre du Golfe Persique, le pétrole a augmenté de 100% en moins de 3 mois, grosse augmentation, puis on a rechuté de 50% au cours des 3 mois suivants. Bien que chacune de ces situations soit bien entendu différente, d'autres facteurs ont influencé le prix du pétrole en même temps. Il est quand même clair que les conflits liés aux pays producteurs de pétrole peuvent entraîner une énorme volatilité des prix du pétrole. Alors, qu'est-ce que tout ceci peut bien signifier et que va faire la Fed à ce sujet? En ce moment, pour le coup, j'aurais tendance à penser que la Fed est plutôt dans un scénario on attend et on verra bien, parce que on a une grosse volatilité, vous le savez, on a d'énormes fluctuations de 30% d'un côté, ensuite on a 30% d'un autre côté, ou même, vous pouvez voir ici par exemple 480% sur 5 ans avant de chuter de 75%, c'est vraiment des fluctuations énormes. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est qu'on a généralement de grosses fluctuations lorsqu'il y a des guerres, tout le monde le sait, mais ce n'est pas tout à fait certain. On ne peut pas savoir la direction que va prendre le prix si les principaux producteurs de pétrole s'impliquent dans cette guerre. Quelle direction vont, le prix va prendre initialement? Genre ici, on a 12, 24 mois après ça. Quelle va être la direction? C'est vraiment dur à dire, mais je vais continuer à surveiller tout ceci et à vous tenir au courant. Au moins, c'est les informations que je peux vous communiquer. Donc maintenant,
Maintenant, en ce qui concerne ce graphique, là il s'agit cette fois du BNB, et comme vous le savez, Binance subit actuellement des pertes plus qu'importantes, et eh bien on va avoir des gros rapports qui seront publiés aujourd'hui en plus de ça, donc au cours des prochaines semaines aussi, bien entendu, on va avoir d'autres informations, mais ces rapports risquent d'avoir un énorme effet sur le prix du BNB, on s'en doute, étant donné que le BNB est étroitement corrélé à Binance. Alors vous me demanderez quelle est cette ligne jaune, est-ce qu'elle est si importante, pourquoi est-ce que quelqu'un essaye de défendre ce prix? Eh bien regardez-moi ça les gars, c'est le dernier point de support majeur. Si je rezoome un peu, ici on est sur l'intervalle hebdo, regardez, en fait, plutôt si je dézoome, désolé, vous pouvez voir qu'il s'agit en fait du dernier support majeur avant qu'on puisse potentiellement, avant de trouver le prochain, chuter de 76% jusqu'à 46 $. Maintenant ici on est à 208 $ et vous pouvez voir que on a juste une chandelle énorme ici, plein de chandelles vertes qui sont parties à la hausse lors du dernier bull market. Donc voilà, Binance et d'autres entités essayent de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre ce niveau, parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Binance aurait mis le BNB en tant que collatéral, en tant que garantie, et de grandes entreprises ont mis leur BNB en garantie également. Donc si le prix devait chuter, disons potentiellement jusqu'à 40 $, ce serait un désastre absolu. Ils se feront tous liquider et ça pourrait provoquer une cascade de liquidation dans tout l'espace des crypto-monnaies. Attention, encore une fois, je veux pas répandre du FUD, c'est pas confirmé à 100% pour le moment, mais bon, d'un autre côté, il faut qu'on continue à surveiller ceci. Si c'est un risque potentiel, on doit en être conscient. En tout cas, pour le bien de la crypto, j'aurais envie de dire... Enfin, il y a plutôt deux manières de dire les choses en fait. Soit c'est une dette néfaste et il faut simplement qu'on se débarrasse de tout ceci, même si on doit voir des chutes importantes, alors on pourrait assister à de grosses poussées immédiatement après l'évacuation de tout ceci. Mais l'autre façon de voir ça et d'y réfléchir, c'est plutôt de penser que le marché de la crypto est actuellement très fragile et donc que ça n'aiderait pas du tout, en tout cas surtout sur un niveau de confiance, ce serait extrêmement néfaste. Peut-être même que certaines entités ne survivraient pas. On n'a vraiment pas besoin d'un gros événement majeur, une cascade de liquidation comme ceci. Donc oui, c'est soit un bien pour un mal, soit on peut pas se permettre de voir autant de mal. Dites-moi de quel côté vous penchez. Bien sûr, sur le long terme, le Bitcoin, en tout cas, même si on devait descendre à quelque chose d'absurde, j'en sais pas moi, 5000 $ par Bitcoin, ça pourrait arriver. Mais voilà, même si ça devait se produire au long terme, je pense toujours que le Bitcoin, prospérerait au fil du temps. Et attention, encore une fois, pas de FUD, c'est très théorique. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Une autre chose à noter, et je voudrais d'abord, en fait, vous montrer ceci avant toute chose, avant de parler de certains catalyseurs majeurs pour l'avenir du Bitcoin. Par exemple, si vous regardez le bilan de la Fed, en réalité, ça a diminué. Ils ont ajouté 5,2 trillions de dollars pendant la crise du Covid ici. Et puis, à l'heure actuelle, ils ont en fait détruit 1000 milliards, 1 trillion. Maintenant, comparons ceci à la grande récession, ce que vous avez en bleu ici. Donc ils ont commencé à imprimer de l'argent après la période du Covid, vous le voyez ici bien entendu. Ils ont imprimé 5,2 trillions de dollars américains, et puis ils ont déjà retiré 1 trillion de leur bilan, ce qui pour le coup de ce côté n'est pas trop grave, et c'est en fait bien plus que ce qu'ils ont pu retirer de leur bilan pendant par exemple la grande récession. Ainsi, cette fameuse grande récession, lors de cette période, ils ont supprimé ou ils ont réduit bien moins que ceci. Donc si ça devait continuer, c'est en fait une bonne chose, parce que la Fed réduit son bilan, elle supprime une partie de ses fonds qui donc leur laisse plus de marge pour imprimer davantage d'argent pour l'avenir, ce qui est quelque chose qu'on veut bien entendu, mais aussi ça risque ça va simplement en fait dans le sens de ce qu'ils essayent de réaliser ici en essayant de lutter contre l'inflation. Alors ouais, c'est quelque chose sur lequel il faudra garder les yeux rivés. Une fois encore, jusque maintenant, en tout cas, d'un point de vue du bilan de la Fed, ça ne va pas trop mal en ce moment. Donc oui, ça a un petit peu augmenté ici pendant la crise bancaire, on s'en doute. Ce qui montre d'ailleurs que, dès qu'on a une crise majeure, les choses peuvent changer extrêmement rapidement parce qu'ils ont commencé, à réduire ici. Et puis, dès qu'ils ont subi des pressions pour commencer à imprimer davantage d'argent, vous voyez ce qui s'est passé. Maintenant, ils ont donc commencé à le supprimer également. Mais voilà, si on assiste à une autre crise, comme la crise bancaire qu'on a vue dernièrement, alors boum, on peut, à nouveau s'aggraver, en fait remonter extrêmement rapidement ici. Donc voilà, c'est la seule façon pour eux en fait de résoudre les problèmes, c'est d'imprimer d'argent. Maintenant, avant que je vous parle d'un événement majeur qui se produit ici pour le Bitcoin, si vous souhaitez réclamer les meilleurs bonus de dépôt pour les crypto-monnaies, vous avez par exemple jusque 30 000 $ sur Bybit si vous cliquez ici, ainsi que 60 000 $ également de ce côté sur OKX. En cliquant sur ce lien, cliquez ensuite sur rejoindre maintenant pour pouvoir réclamer ce bonus qui se trouve pour vous dans la description. Ok, maintenant pour le Bitcoin les gars. Un développeur Bitcoin a proposé des fonctions calculables sur l'algorithme Bitcoin, ce qui signifie essentiellement des smart contracts, des contrats intelligents.
Ah si, les contrats intelligents sur le Bitcoin, eh bien on sait ce qui s'est passé par exemple lorsque les NFT et les ordinaux ont été lancés sur Bitcoin, ça a suscité un énorme intérêt sur la chaîne Bitcoin, même qu'il est un peu dépassé par rapport à d'autres projets. Et en fait la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils n'auraient pas besoin de faire une soft fork, ils effectuent simplement les calculs hors chain et puis ils les vérifient on chain. Donc voilà, aucune fork ne serait nécessaire selon cette proposition, donc le Bitcoin reste à changer, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait conduire à des choses importantes pour le Bitcoin à l'avenir. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.